Un enfant de 2 ans est décédé hier après-midi en se coinçant la tête entre les barreaux de son lit. Le petit garçon, en situation difficile, était placé en famille d'accueil. Le couple en charge de l'enfant a posé une planche sur le dessus du lit, car il sortait de son couchage pendant ses siestes. Cette modification lui a été fatale. Le couple a été mis en examen pour homicide involontaire. J'étais comme un robot. J'ai jamais pleuré en fait. J'arrêtais pas de dire c'est pas vrai. C'est pas arrivé. C'est pas vrai. Le docteur du SAMU, elle est venue et puis elle me dit mais j'ai dit mais j'ai pas d'émotion. Pourquoi je pleure pas? Pourquoi je vois Mathie mais c'est pas Mathie? On m'a demandé les affaires de Mathie pour la maman. C'est normal, hein, mais ça a été très dur. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et en même temps, il fallait que je le fasse parce que c'est mon travail, c'était mon travail. Et après le grand vide. Non? Le vide, la maison vide. Et c'est vrai qu'en fait, dans notre malheur, je ne savais pas que mes copines elles m'aimaient autant. Et voilà. Ça m'a bien réconfortée quand même. Et je pense que j'aurais pas eu ça, moi j'aurais pas pu quand même. Hein. Comment vit-on une mort qu'on a provoquée sans le vouloir? C'est de ceci qu'on accuse Jocelyne et Jean-Pierre. Sur la route, à la chasse, dans l'entreprise ou le milieu médical, les homicides involontaires prennent tous les ans des milliers de vies. Famille d'accueil, le couple reçoit le petit Mathie en septembre 2015. Il a moins de 2 ans. Il est attachant, mais se met souvent en danger. Il lui faut l'attention d'un adulte à temps complet. Jocelyne est assistante familiale. C'est une femme d'expérience. Très bien notée, le département lui envoie un grand nombre d'enfants, souvent les plus difficiles. Jean-Pierre, son mari, est agriculteur. Il lui donne des coups de main à l'occasion. C'est lui qui va poser la fameuse planche, dans l'espoir que Mathie ne sorte pas du lit pendant ses siestes. Celle où Mathie va coincer sa tête un après-midi de février 2016. Au début, quand on nous a dit qu'on était accusé d'homicide, moi je l'ai assimilé à un meurtre, au mot meurtre. Et c'est pour ça que je comprenais pas. Parce que pour vous, ça voulait dire quoi exactement? Que j'avais tué Mathie, que je l'avais tué. Et non. Moi, ça, j'ai pas voulu. Donc, pour moi, je comprenais pas qu'on puisse mettre ce mot, homicide, sur ce qui était arrivé. Le fait de se sentir coupable et pas coupable, coupable et pas coupable, de se dire mais non, t'es pas coupable parce que t'as voulu le protéger. Oui, mais en fait, t'es coupable parce que tu as fait quelque chose qui l'a tué. Ça nous bouffe, ça. Et en même temps, il faut aussi qu'on se dise que en voulant le protéger, on l'a tué. Donc, pour son respect à lui, il faut qu'on accepte que... En fait, on n'accepte pas la fatalité. Pas celle-là. Mathie a été placée quelques mois après sa naissance, car Émilie, sa mère, est en difficulté. Elle voit régulièrement son fils, mais sous le contrôle des services sociaux. Elle a aujourd'hui 22 ans. Elle a déjà une fille de 4 ans, Soraya, placée, elle aussi. Vous avez déconné, on vous a pris vos enfants et puis à leur tour, ils ont déconné. Et ils ont pris la vie de votre enfant. Voilà. C'est comme si quelque part il emporte tous les regrets que j'ai du fait qu'il se soit placé.
et les emportent avec lui. Voilà. Émilie a porté plainte contre Jocelyne et Jean-Pierre. La machine judiciaire s'est donc mise en route. Jean-Pierre est accusé d'avoir posé la planche et Jocelyne pour sa responsabilité en tant qu'assistante familiale. Je sais pas s'ils vont nous redonner son doudou. Parce qu'il avait tout amené, il y avait tout ce qu'il y avait dedans. Il faudrait que la maman elle les récupère. Ça vous fait bizarre de vous retrouver dans un cabinet d'avocat? Bah oui. C'est la première fois. Le premier jour, on savait même pas les questions qu'il fallait poser en fait. Puis moi, j'arrivais pas encore à dire que... Parce qu'il fallait dire qu'on venait, parce qu'on était accusé d'homicide involontaire, et puis parler de la mort d'un bébé. Et j'avais du mal à dire ça, quoi. Parce qu'en même temps, je réalisais que c'était grave. Ça va? Bon, vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel, et là, vous allez subir, je dirais, la partie civile, puisque j'ai cru comprendre que le père et la mère se constituent partie civile. Mais là, elle sera questionnée par les avocats adverses. Ils peuvent poser des questions, mais c'est pas eux qui vous interrogent. Ils interrogent. Ils posent la question, et c'est le président qui vous la retourne, et vous devez répondre au président. D'accord. En aucune façon, vous ne devez répondre à un avocat ou à qui que ce soit. Je dirais que quelque part, c'est mieux. C'est moins, mais c'est comme ça que ça se passe. c'est moins déstabilisant. Voilà. Et moi ou mon collaborateur, on sera avec vous. D'accord. Ouais, on sera avec vous ce jour-là. On a vu les photos de Mathie mort. Pourtant, je l'ai vu. Je l'ai vu dans la réalité. Et ah non, pas comme ça. Sur les photos, c'est impressionnant. Il avait des marques que moi, j'ai pas vues. Bon, à part la marque bleue qu'il avait là. Puis il n'avait pas cette bouche comme ça. Si, t'as pas été lui dire au revoir Si. après? Si, il avait la bouche ouverte. Moi, j'avais du mal à le regarder aussi. Mais je pense que c'est... je le voyais pas pareil. Mais moi non plus. Je le voyais... Moi, je l'ai toujours vu beau. Ouais, beau. Et là, sur les photos, je le trouve pas... on voit qu'il est mort. Enfin, c'est que moi, je l'ai jamais senti mort. Mais moi, je voyais pas cette couleur comme ça. Oui. Je le voyais Ouais. naturel. Mais ouais. Les homicides involontaires de ce type sont très rares. C'est sur la route qu'ils prennent le plus de vies. Derrière chaque accident mortel, c'est souvent un homme ou une femme qui se retrouve devant la justice. C'est pourquoi la sécurité routière réalise des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, comme dans cet établissement qui forme des apprentis. Les gars, c'est un choc à 5-7 km/h. Ah ouais, ça fait mal. Imaginez 50, 90, 130. Imaginez le choc. Ce que ça peut occasionner derrière. Ces images ont été tournées en 2012. Derrière l'aspect ludique de ces campagnes se révèlent parfois des tragédies insoupçonnées, comme celle d'Antoine, ce garçon dont le sourire cache un malaise profond. Cette année-là, il fête tout juste ses 18 ans. Il y a moins d'un mois, il a fauché une mère de 2 enfants dont les parents vivent dans le village. Pour couper court aux rumeurs, Antoine prend alors une décision courageuse. Toi, tu en as parlé à toute ta classe? Oui, pour leur dire. Comme ils étaient tous au courant, il n'y avait pas d'histoire. Et comment ils ont réagi? Ah, c'est bien. Assez bien. Oui, ils ont compris. On garde ça pour nous parce qu'après on veut pas qu'il y ait des gens qui viennent qui disent « Ah ouais c'est vrai t'as tué quelqu'un en voiture ». Ça c'est les ragots de tous les lycées, de partout, même ça peut faire le tour pour aller jusqu'à Chapeau. Non on n'en parle pas. C'est resté, on a parlé en classe, ça reste en classe et entre nous. On remet jamais le sujet à vivre quoi. C'est bon ça s'est passé, maintenant il est là pour vivre, on est là pour le soutenir et voilà. T'avais ton permis depuis combien de temps? Quand j'ai eu l'accident, j'avais mon permis depuis 3 jours. Antoine décide rapidement d'écrire une lettre à la famille de la victime. Il demande à sa classe de l'épauler. Sensible à sa démarche, l'établissement réserve 2 heures aux élèves pour rédiger le courrier. Donc nous, avec Madame Hetz, on aurait voulu savoir
les raisons qui te poussent à rédiger cette lettre. Qu'est-ce que tu attends de cette lettre? De leur dire que je suis vraiment désolé. Que je les remercie. De ne pas m'avoir accusé. Enfin, s'être dit que c'était de ma faute et que j'étais tout de suite coupable. J'arrive pas à m'empêcher de penser à sa fille qui est derrière. Et à chaque fois que je repasse devant chez eux, j'ai tout le temps l'impression d'être un coupable et même si tout va bien en apparence, j'y pense tout le temps. Ça me tue en fait. Oui, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. Oui. Tout ce que je peux faire, ça me ramène à ça en fait. Ça peut être aussi important pour eux de savoir qu'ils ont en face quelqu'un qui assume ses actes et qui en oui, a... totalement. Qui en a conscience. C'est énorme. C'est vrai que au bout de 3 jours de permis, avoir un accident comme ça, on peut vraiment me prendre pour quelqu'un de... Oui, d'irresponsable. Oui, bon, en plus, pas de chance, j'aime bien tout ce qui tourne autour de la conduite, tout ça, tu vois. Tu te dis, pourquoi j'arrête pas? Pourquoi est-ce que c'est bien que je continue? Est-ce que les gens, ils vont pas en plus mal le prendre? Jeune qui vit comme un accident, il continue, il a pas compris. Et les autres, alors, si vous étiez amené à recevoir une lettre dans les mêmes circonstances que ce qui est arrivé à votre camarade, Je trouve que ce qu'Antoine fait, c'est très bien. D'accord. Donc toi, ta maman a eu un accident? Ouais. Ma maman, elle est à l'hôpital depuis cet été. D'accord. Et jamais ils ont cherché à nous joindre. Et ils sont responsables? Ouais, à 100%. Et toi, voilà, par exemple, toi, à la place de victime, toi, tu veux qu'il paye un maximum, quoi. Bah, en Tu tant vois, que famille de la victime, comme il aurait fait il aurait fait la même démarche que toi, tu es en train de faire, peut-être que ça nous aurait soulagés. Tu n'auras peut-être pas forcément de réponse. Ah non, j'en attends pas derrière. Préparer à ça, voilà. J'en attends pas derrière. Tu vois, voilà, c'est... À vous, je vous écris cette lettre pour m'excuser. Je comprends votre peine et votre souffrance face à ce drame qui bouleverse votre vie. Les conséquences sont lourdes à admettre, mais je les assume. Je ne peux m'empêcher de penser à ce jour qui m'obsède et qui me rend coupable. Le malheur auquel je suis confronté ne sera jamais égal au vôtre. Je tiens sincèrement à m'excuser et suis reconnaissant de ne pas m'avoir jugé à tort et trop vite. Si vous souhaitez un jour me rencontrer, sachez que je ne refuserai pas. Je serai soulagé de pouvoir partager nos peines. Antoine. Quatre ans plus tard, Antoine n'a pas reçu de réponse à sa lettre et n'a aucune nouvelle de la justice. Mais mérite-t-il vraiment une sanction pénale? Car le jour du drame, il n'est ni en excès de vitesse, ni alcoolisé. Un taxi qui roule à vive allure croise sa voiture. Pour l'éviter, Antoine se déporte dans les champs. Son véhicule se couche et renverse mortellement une cycliste. La petite route qui borde son village est désormais un douloureux souvenir. Cette route-là, je ne l'ai pas empruntée pendant presque 1 an pour pas repasser, pas revenir. Tout ça, je l'oublierai jamais. C'est des images dans ma tête, je préfère les garder pour moi. Je veux pas en parler.
Puis on se dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai essayé de rattraper la voiture, pourquoi je suis pas simplement allé tout droit, pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'il soit mis en cause ou non par la justice, ce n'est pas ce qui affecte le plus Antoine. Le plus dur, c'est d'avoir pris une vie. Je suis vivant, je vais bien. Enfin, moi, c'est trop parfait. On se dit que pourquoi nous, on a le droit de profiter alors que à cause de nous, d'autres personnes souffrent. Elle avait deux petites filles. Et enfin, je sais que pour eux, ce sera jamais plus pareil. En fait, je me vois comme quelqu'un qui a la tête d'un criminel, d'un meurtrier, qui a honte. On essaye de se déculpabiliser et de se dire que c'est pas nous. Pour essayer d'avoir moins de poids à porter au quotidien, mais le résultat, c'est nous. C'est moi. C'est de ma faute. C'est là toute l'ambiguïté des homicides involontaires. Des erreurs pour la plupart anodines qui virent à la tragédie parce qu'elles ont entraîné la mort. C'est ainsi qu'on pourrait résumer les causes du décès du petit Mathis. Et c'est aujourd'hui que la justice doit se prononcer. Émilie et sa mère estiment que la responsabilité de la famille d'accueil est totale. Le tout, c'est qu'ils soient punis, quand même. Mais ils ne seront jamais assez punis. Oui, c'est sûr. Ils ne seront jamais assez punis. Mais ils ne pourront jamais souffrir autant que nous. C'était pas leur sang, maman. Mais je sais. Mais... c'est difficile. On n'y croit même pas, parfois. On se dit que c'est pas possible. Et ici. Et puis là. Le regard qui me fait le plus peur, c'est le regard de la maman. J'ai peur de voir dans son regard que je suis la meurtrière de son fils. Parce que moi, c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que j'ai voulu. Elle était en pleine reconstruction. Et moi, j'étais censée travailler avec son enfant pour qu'elle puisse le récupérer. Et ça, j'ai pas réussi à le faire. La confrontation tant redoutée sera de courte durée. C'est renvoyé le 24 août. Non, mais... c'est elle qui a vu mon fils vivant en dernier, quoi. Et c'est là, ça te regarde même pas, on dirait que c'est moi qui lui ai fait du mal. Et la belle-fille et le fils, qu'est-ce qu'elle fout avec son fils, là? Elle me prend mon fils, hein, et elle se radine avec le sien. Mais elle est sérieuse. De voir son regard, on voyait qu'il y avait quelque chose contre nous, quoi. Ouais, de la colère. Ouais, surtout de la colère. Ouais. Ça, c'était clair, quoi. Ouais. Ça vous étonne? Mais non. Non. Non, mais ça... C'est dur de le voir. Ouais, voilà. C'est dur de le voir. Voilà. On le sait, mais quand on le voit, c'est différent. Vous attendiez à ça? Oui.
Le drame a des conséquences imprévues. Jean-Pierre est malade et souhaitait cesser son activité agricole pour faire le même métier que sa femme. C'est désormais impossible. Jocelyne, elle, risque de perdre son emploi. Sur le coup, je me suis dit, bon, là, j'arrête tout. Je serai plus capable de m'occuper d'enfants. Mais ce travail, je l'aime. Observer les enfants dans leur quotidien, voir ce qui va pas, faire remonter les infos aux travailleurs sociaux. C'est ça que je veux faire. Hein. C'est ce que j'aime faire. Hein. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Jocelyne passe aujourd'hui devant une commission du conseil départemental qui peut lui supprimer son agrément professionnel. Elle a la sensation d'être seule sur le banc des accusés. Le lit a été vu par une référente qui n'a pas fait de remarques sur sa dangerosité. Et à l'époque, elle hébergeait 5 enfants en difficulté. Un nombre inhabituel, mais débordé. Les services sociaux ont insisté pour qu'elle accepte. Ça me paraît irréel, quoi. Du jour au lendemain, se retrouver dans le vide complet, ça a été plus qu'un coup de massue, quoi. C'est là, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Repartir à zéro à notre âge, je sais pas où, dans quoi et comment, quoi. Pour l'instant, ces questions ne se les posent pas vraiment. On a autre chose à penser que ce qu'on va faire dans 3 mois ou dans 6 mois, quoi. Ça fait tribunal. C'est dur parce qu'il y a les émotions qui montent, faut pas pleurer, faut se retenir, enfin de... Non, si, j'ai trouvé dur. C'est une histoire très émouvante. Je crois qu'ils ont compris que Madame Hervani avait tout fait avec son mari pour surprotéger, en quelque sorte, cet enfant. Mais s'il n'avait rien fait, et que l'enfant ait quand même sauté du lit, et se soit fracassé la tête, elle se serait, à ce moment-là, reprochée de n'avoir rien fait. On est dans une situation qui est absolument, j'allais dire cornélienne, qui est extraordinaire, qui est tragique et qui a entraîné, je dirais, cet accident, parce que c'est un accident malheureux. La réponse de la commission sera rendue dans quelques jours. Qu'est-ce que vous comptez faire si jamais on vous retire votre agrément? Oh, bah alors là, je sais pas. Alors là, je l'envisage même pas pour l'instant. Non. Non, non. Hein. Je veux même pas y penser pour l'instant. Non. Non. Pour moi, c'est inconcevable. Non. Antoine a subi bien des épreuves. 2 ans après l'accident, son père est décédé. Il a dû abandonner sa formation en cuisine pour des études lui permettant de reprendre l'entreprise familiale. C'est sa mère qui est aujourd'hui aux commandes. Entre eux, le passé, on en parle peu. En fait, on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec parce que il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est des choses qu'on souhaite à personne. On pense beaucoup à la famille, à comment ça va se passer, à cette personne qui a rien demandé. C'est compliqué pour un parent de trouver les mots? Honnêtement, les mots, non. Il n'y en a pas eu trop, plutôt d'envelopper son fils dans ses bras. C'est tout. Voilà. On a l'image d'une personne, voilà, entre guillemets un criminel, quoi. Voilà, on vit avec ça et
Et on fait tout pour montrer que on n'en est pas un. Et comment on fait? On se comporte correctement, on devient beaucoup plus responsable, on fait attention à tous ces détails et on s'autorise aucun écart, quoi, ça c'est sûr. On est meurtrier sans le vouloir. On encaisse. Voilà. Même si c'est dur, on fait avec. Alors qu'il pensait que la justice avait classé son dossier sans suite, Antoine a reçu une convocation du tribunal d'Évry. 4 ans plus tard, son procès va donc avoir lieu, et il redoute d'être confronté à la famille de sa victime. J'ai peur du regard des autres, mais il faut que je m'excuse, que je les voie et que je discute avec eux, même s'ils ont un avis négatif, même s'ils m'en veulent. Ça peut m'aider à, je pense, à passer à autre chose. À l'arrivée au tribunal, c'est la surprise. La famille de la victime n'est pas là. L'avocat d'Antoine, maître Lenoble, a son explication. Vous êtes surpris que la partie adverse ne soit pas là? Non, dans la mesure où ils ont été indemnisés au civil. Et je crois, j'ai cru comprendre qu'ils avaient compris que c'était un accident et qu'il s'est excusé. Il a la mauvaise conscience parce que c'est sa voiture qui a tué la victime, mais je pense qu'ils ont compris que ça pouvait arriver à tout le monde, peut-être. Et puis que ce qu'il dit est peut-être la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, il a été confronté à un cas de force majeure, une voiture qui lui coupe la route, il n'a pas pu faire autrement que de donner un coup de volant et de perdre le contrôle. Antoine espère que les juges seront indulgents. Il soutient qu'un taxi qui roulait à vive allure, selon le témoignage de son propre passager, l'a forcé à sortir de la route. Antoine sort sonné. Il ne s'attendait pas aux réquisitions du procureur, qui souhaite, en plus de la prison avec sursis, lui annuler son permis de conduire. C'était compliqué? Oui, parce que... Tout est remonté. Oui, et on ne sait jamais comment ça va se passer, comment ils vont interpréter les choses. Aujourd'hui, si j'ai plus de permis, je peux plus suivre ma formation, je peux plus travailler. Habitant à la campagne, n'ayant pas d'autres moyens de locomotion que la voiture, je pourrais pas faire grand-chose. Ça serait une catastrophe. Je serais réduit à rien, quoi. À rester chez moi, ça arrêterait totalement ma poursuite de carrière. Et moi, si vous voulez, ce qui me frappe dans ce dossier, c'est qu'il y a 2 versions. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui est traduit dans le tribunal, mais finalement, si sa version est vraie, il n'a rien à se reprocher. Vous voyez, le tribunal, en fait, il n'a pas beaucoup d'éléments, parce qu'il a 2 versions, mais il n'y a aucun témoin. Alors, qui croire? Alors, c'est lui qui est poursuivi, parce que c'est sa voiture qui a heurté le cycliste, mais à la limite, en termes de responsabilité, personne ne saura jamais. Alors, moi, j'ai tendance à croire sa version, mais le tribunal n'a pas d'éléments, comme quoi la justice, des fois, elle est désemparée devant des situations comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est celui qui a heurté et qui a causé les blessures ou la mort qui est poursuivi. Alors que, si ça se trouve, c'est l'autre le vrai responsable. C'est comme ça. C'est une justice humaine. L'heure du verdict. Le tribunal n'a pas retenu la version d'Antoine et lui attribue toute la responsabilité de l'accident. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser avant 18 mois. Cet homme, lui aussi, a tué. Une fois encore, un accident de voiture. J'ai l'impression que quand je me balade dans la rue, en fait, on m'a posé une étiquette de meurtrier et puis que je la porte. Alors, à quelque part, ça peut être un meurtre puisque
enlever la vie, mais j'ai été condamné pour un homicide. Il faut bien dissocier l'homicide involontaire que le meurtre. Ce qui est lourd, c'est ces images du passé. Je les porte à chaque instant de ma vie. Il y a toujours ces images qui restent. Me dire que j'ai enlevé la vie, puis en plus d'un être qui m'aimait, donc c'est encore plus lourd. Et la culpabilité, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Ma dette, je vais la payer toute ma vie. Et alors ça, combien de temps je dois le faire? Ben, je pense que j'aurai jamais assez de temps pour donner un sens à ma vie aujourd'hui. Et trouver ma place surtout. Quelle est ma place dans la société? Sans doute la culpabilité de Joachim est-elle plus grande encore. Car contrairement à Antoine, il était récidiviste. Il avait bu et roulait à vive allure. C'était en Suisse il y a 14 ans. Joachim percute un véhicule qui arrive en face. À ses côtés, la femme qu'il aimait, mère de 2 enfants. Elle mourra peu de temps après. Pour son acte, Joachim a pris 2 ans de prison ferme. Déjà condamné pour ses excès au volant, il avait toutes les circonstances aggravantes. Sa peine, Joachim estime ne l'avoir jamais purgée, car sa responsabilité dans l'accident est totale. Alors cet homme de 44 ans fait désormais le tour des écoles en Suisse ou en France. Avec l'aide de Jean-Marie Vezzani, un ancien gendarme qui fut aussi directeur de la prévention routière en région Rhône-Alpes, il veut sensibiliser les jeunes aux conséquences irréversibles des homicides involontaires. Alors moi, à votre âge, c'était ma passion, c'était mon sport, le sport automobile. Alors, ouais, je roulais comme un fou. Je ne veux pas le nier, hein, autant sur la route que sur le circuit. Parce que je croyais être le meilleur, je croyais être le plus performant. Enfin, j'étais un mec, quoi. Puis maintenant, le 6 juin 2003, j'ai bu l'apéro sur une terrasse. Il y avait ma sœur, mon meilleur ami, enfin, les gens qu'on retrouve le long de l'histoire. Et puis là, ben, comme ça arrive qu'aux autres, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez conduit, alors vous aviez vu? J'ai sorti la clé de ma poche. Parce que de toute façon, la voiture, elle connaît la route. C'est pas ça? Je me suis engagé sur une route que je prenais minimum 4 fois par jour. Et arrivé dans un virage, mon véhicule a perdu l'adhérence. Et il y a eu un imprévu. Cet imprévu, c'est ce véhicule qui arrivait en face, que j'ai percuté. Et ben, la course s'est arrêtée là, en fait. Et moi-même, ici, qu'on voit sur la photo, là, je suis mort, là. Ils ont dû me désincarcérer. Je me suis réveillé 5 jours plus tard à l'hôpital. Coma. Et de mon lit d'hôpital, les infirmiers, ils m'ont annoncé que j'avais un accident de voiture. Mon premier réflexe, c'était « Oh merde, ma voiture ». C'était toute ma vie, hein. C'était mon bébé, hein. Ils m'ont dit « Vous vous rappelez quelque chose ?» J'ai dit non. Et ils m'ont dit « Là, le psychiatre va arriver ». Le psychiatre m'a annoncé au fait que de mon véhicule, je n'étais pas tout seul. Ma compagne qui était assise ici est décédée quelques jours plus tard. Votre compagne, vous avez dit? Ma compagne, oui. C'était une maman de 2 enfants, des enfants de votre âge. Mais moi, je me dis toujours que la Terre, elle tourne encore. Puis si je suis là devant vous, c'est pour... Je ne pourrais jamais faire venir une vie, mais je pourrais peut-être essayer de sauver une vie. Puis j'ai juste envie de vous dire que vous êtes super précieux, quoi. 3 mois après l'accident, Joachim a rencontré Déborah. Ils ont eu un enfant, mais le couple n'a pas tenu. Il était rempli de culpabilité, rempli de tellement d'émotions, tellement de choses presque malsaines. Il pensait, ne plus vivre. Enfin, c'était
Ouais, c'était dur. Est-ce que cet accident est responsable aussi de votre séparation? Oui, alors la prison, je pense. L'accident lui-même, non. Mais tout ce qu'il y a eu à côté, la prison, il était quand même dans un état, des fois, lamentable. C'était terrible, quoi. Mais ça lui a fait du bien. Ça lui a fait prendre conscience que il faut pas boire, il faut pas faire le con sur la route. Enfin, sans ça, je sais pas jusqu'où ce serait allé. Et à quelque part, c'était un soulagement aussi, pas pour moi, parce que j'avais tellement porté pendant toutes ces années. À quelque part, ouais, j'étais contente qu'il parte, j'étais contente qu'il aille se faire soigner. J'étais contente d'avoir retrouvé aussi une certaine vie un peu plus calme. Par son inconscience, Joachim a entraîné tous ses proches dans son malheur. Sa mère a mis des années à se reconstruire. Je ne l'ai pas vu pendant 2 ans. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je vous dis, je suis rentrée dans une bulle. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis retrouvée de... Il m'a fallu à peu près 4 ans pour recommencer à voir les choses différemment. Je sais que le mot homicide est très difficile. Mon fils n'est pas un tueur, c'est pas un assassin. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que je suis la mère de l'assassin. La mère de Joachim a vécu difficilement le regard des autres. Asdine, lui, oscille entre le chagrin et la colère. C'est le papa de Mati. Il a une existence difficile. Les 5 enfants qu'il a eus de 2 femmes différentes sont tous placés. Lors de la naissance de Mati, il est sans domicile fixe et ses relations avec Émilie sont tumultueuses. Mati sera donc lui aussi placé. Mais Asdine ne s'attendait pas à cette fin tragique. Comme on dit chez nous, c'est le maktoub, peut-être. C'est écrit comme ça. Mais... C'est le destin, c'est ça? C'est le destin. Le maktoub, c'est le destin. Mais après, ça fait mal. Même si c'est le destin, ça fait mal. Soit si c'est le destin, ça fait mal. Si c'est... Je sais pas moi, la femme, elle n'a pas fait son travail comme il faut, ça fait mal. La fin de résultat, c'est que mon fils, il est parti, quoi. Et ça, je ne les pardonnerai jamais, moi. Personnellement, je ne les pardonnerai jamais. Asdine et Émilie sont séparés. Ils ont en commun un autre enfant, Soraya, placée elle aussi. Le drame les a temporairement réunis. Ils ne trouvent aucune excuse à Jean-Pierre et Jocelyne. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est aimer. À mettre en planche et le laisser crever comme ça, là. Elle n'oubliera jamais. Jusqu'à la fin de ses jours, elle n'oubliera pas. C'est impossible. Tu peux pas oublier ça. Elle a tué un enfant. Tuer... Il y a des façons indirectement, de tuer. elle l'a tué. Mais je pense pas qu'elle l'a fait non, avec il l'a le pas fait volontairement. sentiment de vouloir mettre fin au jour de Mati, quoi. Non. Parce que si c'est vraiment ça, je pense pas quand même. C'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il l'a tué, mais autre façon. Voilà, mais c'est ça, c'est une erreur fatale. Le moment où il a mis la planche, voilà. Il l'a pas vérifié. Là, pour moi, il l'a tué. Elle a fait une erreur qui a été fatale pour Mati. Je peux le comprendre qu'ils peuvent être même en colère, triste, tout ce qu'on veut, c'est normal, c'est leur enfant. Mais quelque part, ils n'ont pas su ou ils n'ont pas pu élever. Maintenant, moi, je ne porte aucun jugement sur eux, quoi. C'était leur vie, voilà. Nous, la seule chose, c'est qu'on a récupéré un enfant qui était très fortement atteint de troubles et à tous les niveaux. Il ne se passe pas un moment dans la journée où on ne pense pas à lui et que ce soit n'importe quel endroit de la maison d'extérieur, j'ai l'impression de le revoir.
Le décès de Mathie a mis le couple à rude épreuve. Le tournant de notre vie, ce sera l'issue du procès. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de ci, de là. Mais il y a quand même quelque chose qui manque, un petit lien qui fait qu'il y a toujours, je dirais, cet accident qui est toujours entre. On a toujours vécu avec une maison pleine d'enfants, donc. Et là, on se demande ce qui nous arrive, quoi. Donc si elle ne peut pas reprendre ses activités, ou elle est vraiment, comme on dit, faite pour ça, parce que c'est sa passion et je ne sais pas comment on peut rebondir derrière, quoi. Voilà. Et donc vous avez peur du chaos éventuellement qui pourrait arriver derrière tout ça? Ouais. Si on peut comprendre le désarroi des auteurs d'homicides involontaires, il est sans commune mesure avec celui des familles de victimes. Pour Carole, l'idée que le responsable du décès de sa fille Cassandra ne soit pas sanctionné, même si ce n'est pas la conséquence d'un geste intentionnel, est impensable. C'est dans un accident de voiture que Cassandra est décédée. Un week-end, Pascal, marqué par un nouvel accident de la route dramatique. 3 jeunes d'une vingtaine d'années, dont 2 jeunes filles, tous originaires du même village, ont perdu la vie la nuit dernière sur une route secondaire dans le département. Le chauffeur grièvement blessé a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe, percuté un arbre. Une enquête a été ouverte. C'était en avril 2011. Dans cet accident tragiquement banal, Cassandra va perdre la vie aux côtés de Jérémy et d'Aurélie. Tous des copains de 20 ans. Dans un premier temps, le seul qui a survécu, le conducteur, est accusé d'homicide involontaire. Mais c'est compté sans l'énergie de Carole. Elle va se battre pour que le chauffeur d'un autre véhicule qui a incité les jeunes à faire la course soit inculpé lui aussi. Mais surtout, le patron du bar qui les a servis alors qu'ils étaient déjà très éméchés. Mais l'instruction va traîner en longueur, et 6 ans plus tard, toujours pas de procès. Carole ira jusqu'à organiser une protestation devant le tribunal de Bourg-en-Bresse pour accélérer la procédure. Ces 3 enfants qui meurent parmi tant d'autres, c'est rien, ça vaut rien, ça intéresse personne. Est-ce que ça veut dire pour autant que du coup, ce genre de mort-là, ça a moins de valeur? Et on se dit, et pour nous et pour tous les autres, c'est inadmissible. Inadmissible de traiter avec ce dédain, voilà, du dédain, la vie et la mort de nos enfants. Depuis 6 ans, Carole mène une lutte pour que les auteurs de l'accident payent devant la justice. Elle est épaulée par Sylvie, la mère d'Aurélie. Il ne faut pas oublier qu'Aurélie était coupée en 2. Et que moi, je ne suis même pas arrivée à embrasser ma fille parce que pour moi, ce n'était pas elle qui était sur cette table. Elle était tellement défigurée que Cassandra ressemblait encore un peu à son visage, mais Aurélie, pas du tout. Est-ce que vous dites qu'il y a une part de destin dans ce qui s'est passé? Ah non, pour moi, c'est pas la malchance. Hein. Non, c'est pas la malchance. C'est du fait de l'inconscience et de l'irresponsabilité d'une personne en particulier. Il n'avait pas un fusil, mais sa voiture, c'était son âme. Voilà. Il s'est servi de sa voiture pour tuer 3 gamins. Donc non, c'est pas involontaire. Et le fait qu'on dise toujours c'est involontaire, mais ces gens-là, ils prennent jamais conscience de ce qu'ils font. Ça les dédouane complètement de leur responsabilité dans la mesure où il y a le mot involontaire dans le chef d'accusation. Le mot involontaire, Carole ne s'y résout pas. C'est elle qui est à l'origine des nombreuses procédures pour que le patron du bar soit traîné en justice au même titre que le conducteur.
Il a dit que les filles, entre autres, étaient très éméchées. Et jamais de la vie, il aurait dû leur servir ce qu'il leur a servi. Et en plus, en plusieurs fois, des seaux à champagne remplis de whisky coca avec des pailles, des tournées de tequila. Et puis après, les relâcher dans la nature et s'en aller en cherchant même pas à savoir comment ils rentraient, qui ramenait qui, ce qui allait se passer. J'espère bien que jamais plus, il tiendra un débit de boisson. Jamais. Que ça le suivra au moins jusqu'à la fin de sa vie. Le bar est aujourd'hui une bâtisse à l'abandon. Un incendie l'a ravagé 2 mois après les faits. Ça me fait bizarre de me dire que c'est le dernier endroit où elle s'est amusée, que j'espère qu'elle s'est bien amusée. Qu'après elles sont parties, j'espère qu'elles se sont endormies dans la voiture ou que n'importe quoi, mais qu'elles se sont pas rendues compte qu'elles n'arriveraient pas à la maison. Carole et Sylvie sont déjà intervenues dans une école pour parler des conséquences irréversibles des conduites à risque. Aujourd'hui, elles font de même auprès d'étudiants en commerce. Et ce même jour, Joachim, auteur d'homicide involontaire, est lui aussi appelé à intervenir. C'est un habitué. Il a témoigné près de 800 fois dans des écoles comme celle-ci. Je vais vous parler un peu de mon histoire de ma vie. J'ai créé un accident assez grave. Que je me souviens de mon Mais le commun. récit de Joachim a du mal à passer auprès des 2 femmes. Je crois qu'il y a des choses que je suis pas prête à entendre encore. Je vais sortir 5 minutes. Jean-Marie Vezzani, l'ancien gendarme, est obligé de reprendre la main. Moi, pour avoir suivi des familles après des décès, je comprends la réaction de madame, là, hein, bien entendu, hein, vous la comprenez vous aussi, hein, je pense. Joachim, je pense qu'il a du courage d'être là. C'est un des rares en France et en Europe à témoigner à visage découvert. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'est lui-même condamné à vie, à perpétuité. Moi, je vais clôturer le témoignage parce que on va faire une pause avec son. Moi, voilà, j'ai du mal, mais c'est peut-être ma faute. Peut-être que c'était trop tôt, qu'on n'aurait pas, j'en sais rien. Oui, je suis admirative parce qu'il a des couilles, pour parler clair. Par contre, je trouve qu'il parle beaucoup de lui et de ce qui lui est arrivé avant de parler de sa copine qui est morte, quoi. Oui, mais on l'a cadré comme ça pour faire comprendre aux jeunes que comment arrive l'accident. Et que le décès, il apprend chronologiquement bien après quand il sort, lui, du coma. Parce que mine de rien, il est quand même un petit peu multirécidiviste aussi. Je veux dire, il aurait pu prendre conscience un petit peu avant tout ce qui arrive, alors, un gros truc comme ça, des conneries qu'il faisait. Mais comme il dit, lui aussi, on lui a retiré le permis 1 fois ou 2 avant. Est-ce que ça sert justement de leçon? Est-ce que ça suffit ou pas? Au niveau du courage, chapeau bas, voilà. Après, avoir du courage, c'est pas non plus devenir une victime. C'est ça que je veux dire. Mais il dit bien, ça fait pas revenir une vie. 2 ans de prison, c'est que 2 ans et ça fait pas revenir une vie. Et donc, voilà, ça il le dit bien. Hein. Et je pense que son quotidien, c'est pas celui de quelqu'un qui... la justice l'a condamné, l'assurance lui a dit ça fait tant, etc. Et après on s'en va, merci, au revoir, on passe à autre chose. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Je ne dis pas que les autres passent à autre chose non plus. Hein. Je ne pense pas que les autres passent à autre chose. Passer à autre chose, Jean-Pierre aurait bien du mal. Il est inquiet pour le devenir de son exploitation. Si Jocelyne perd son travail, le couple risque la banqueroute. La réponse tant attendue de la commission du conseil départemental vient justement de tomber. Ils m'ont prévenu que certes, ils me redonnaient mes agréments, mais pas les enfants. Les enfants ne revenaient pas. Tant que le procès n'était pas arrivé à son terme, ils ne voulaient pas me rendre les enfants parce qu'en fait, ils veulent attendre la décision du juge. Et quelque part, je comprends qu'il faut un coupable... un coupable au décès de Mathie. Mais bon, est-ce que ça reflète la réalité, quoi? C'est ça. C'est comme si du jour au lendemain, j'étais plus compétente. Du jour au lendemain, j'étais devenue dangereuse et que ma maison n'était plus capable non plus d'accueillir des enfants.
Le temps a passé, là, plusieurs mois. Est-ce que vous avez des sentiments qui vous paraissent différents? Oui, c'est un sentiment de tristesse, de rage en même temps, de haine, je culpabilise aussi, vous voyez, c'est des sentiments comme ça qui se mélangent. Ce qui m'embête, c'est que ils font citer plein de personnes pour faire valoir que mon fils était un enfant agité, tout ce qui s'ensuit, alors que moi je demande juste à ce qu'elle reconnaisse sa faute, c'est tout. Je trouve ça dégueulasse. Et encore, le mot il est faible. Au lieu d'assumer voilà, leur erreur, non. Bon, après c'est le travail de leur avocat, ça, je veux bien comprendre, mais bon. Mon fils, il s'est pas tué tout seul, quoi. Dans quelques heures, Jocelyne et Jean-Pierre passent devant le tribunal. 6 mois après le drame, la volonté de se défendre a pris le pas sur l'état de sidération. Ils vont nous accuser de meurtriers, de nous faire passer pour des inconscients. De toute façon, c'est ce qu'il a dit, le père Amati, qu'on était un criminel, un tueur d'enfants. On avait tué son enfant, quoi. Tu te rends compte? Nous accuser de ça, alors que c'est exactement le contraire qu'on fait depuis le début. Le protéger. Et on n'a jamais autant protégé les... Tu te rends compte le nombre d'enfants qu'on a eu? On n'a jamais eu besoin de les protéger comme ça. Ma profession se termine comme ça, en me disant, vous arrêtez la profession parce que vous avez été reconnu coupable d'avoir tué un enfant. Ah mais non, ça je ne vais pas le supporter. C'est pas acceptable. Ah non. C'est pas ça ce que je suis. Je suis pas une tueuse d'enfants. Ah non. Mathis, il était dans cet état, il faut peut-être voir pourquoi il était dans cet état. Pourquoi il se mettait tout le temps en danger. Il faut peut-être voir les vrais responsables. Ah non. Mathis, quand il voyait ses parents pour les visites, il hurlait. Il s'accrochait à moi. Donc je pense pas qu'il me voyait comme ça meurtrière. Ou comme quelqu'un qui lui faisait du mal. Ah non. Moi ça j'accepte pas. Ça c'est pas la vérité. L'imprudence ou la négligence engage-t-elle forcément une responsabilité pénale? C'est ce que devront aujourd'hui déterminer les juges. Asdine veut que la mort de son fils soit sévèrement punie. Mais Asdine et Émilie risquent d'être déçus. En matière d'homicide involontaire, la prison ferme n'est requise qu'en cas de circonstances aggravantes. L'audience a duré 3 heures. Jean-Pierre est condamné à 2 ans de prison avec sursis, car c'est lui qui a posé la planche. Jocelyne est acquittée. Et de façon solidaire, le couple doit verser 60 000 € aux parents de Mati et à sa sœur Soraya. Émilie a récemment récupéré la garde de sa fille. Qu'est-ce que vous en pensez de la décision? Je sais pas quoi dire en fait. Pour Soraya, je suis d'accord. Donner de l'argent à la petite, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Je me doutais que j'allais prendre quelque chose, c'est obligé. Donc quelque part, c'est mieux quoi. Parce que quelque part la faute c'est sûrement moi qui l'ai commise et pas mon épouse. Donc j'assume complètement. Le plus important c'était son travail et tout. Maintenant, je sais pas trop quoi dire parce que je sais pas quoi dire.
C'est elle qui est responsable de mon fils. C'est elle qui demande à ce que la planche soit mise. Et c'est elle qui prend le moins. Alors là, il y a quelque chose... Je ne prends rien du tout. Ça aurait été moi, on en aurait fait tout un... Vous vous rendez compte, quelle mère indigne, quelle ci, quelle là. Ben, la preuve, on m'a retiré mes enfants pour telle et telle raison, mais je les ai pas tués, moi. Je les ai pas tués. Comment trouver la juste peine pour sanctionner un acte non voulu? N'est-il pas plus sain d'accepter que ce soit un geste du destin? C'est ce que pensent Pascal et Christine. Ce sont les parents de Jérémy, la 3e victime de l'accident de voiture. Sous la violence du choc, le jeune homme était méconnaissable. Mais en apprenant le drame, ses parents n'ont pas voulu se laisser abattre par le chagrin. Ça aurait pu être une chape qui vous tombe dessus comme ça, et qui vous écrase, qui vous met dans la colère, qui vous met dans la vengeance, qui vous met dans la haine. Non, 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 il y a quelque chose qui nous a relevés comme ça, en nous disant reste debout, sois confiant. Voilà, la vie va continuer, la vie est belle. On s'est jamais dit, mais qui sont cons ces gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi ils ont fait ça, mais c'est incroyable, mais pourquoi le barman a continué à les servir, mais etc., etc. Non, jamais. Le mot coupable est trop fort, parce que voilà, c'est de la violence, c'est de la haine, c'est de la vengeance. La vengeance, ça résout rien. C'était une soirée entre amis où voilà, il y avait... Ils étaient à la fête, donc voilà, c'est, on va dire, une partie du destin, de leur destin. C'est pas parce qu'on a cette façon de voir les choses que la personne qui a fait ça doit s'en affranchir. Elle doit répondre de ses actes devant la justice pour homicide involontaire. Ils ont une peine morale à vie d'avoir fait ça. Mais vous aussi. Nous, on a aussi un chagrin à vie, on a une douleur à vie, on a une blessure à vie qu'on va essayer d'atténuer. Refusant d'accabler le conducteur du véhicule, Morgane, le couple décide de lui écrire une lettre, 1 an après l'accident. D'écrire cette lettre, c'était pour nous libérer nous-mêmes, de couper le lien avec cet acte. C'est pas pour cela qu'on l'accepte. Et puis un jour, un copain, Jérémy, nous a appelé pour nous dire que Morgane souhaitait nous rencontrer. Il est venu, c'était quelque chose de particulier, pas facile à vivre. C'est quand même un courage pour un jeune de 20 ans d'affronter quand même des parents. C'était quand même un moment très fort pour moi. Il n'a rien dit, il ne pouvait pas parler, je pense. Et moi, j'ai simplement dit n'oublie pas ce que tu as fait. Tu as de toute façon toute ta vie pour y penser. N'oublie jamais Jérémy. N'oublie jamais Cassandra et Aurélie. Dans tout ce qu'on a vécu, c'était le moment le plus difficile pour moi. Moi aussi. C'était très difficile. On fume toujours notre clope, hein Carole? C'est notre classe là. Ouais. C'est toi qui as mis les cœurs. Ouais. C'est joli. Ouais. Pour moi, elle est comme ça. Je veux la voir que comme ça, ma fille. Comme sur cette photo. Heureusement qu'elle attend d'en profiter. Même. Après, si tous les gens qui s'amusent, ils doivent mourir à 20 ans, ben, putain, il n'y aurait plus de place dans les cimetières. Ben, c'est clair. Puis on aurait peut-être été les premières aussi. Ouais. Bon, on va y aller.
Maintenant, je supporte plus de rester trop longtemps. Si elles étaient décédées d'une autre façon, est-ce que ça serait plus supportable pour vous? Bon, je pense que la mort d'un enfant, rien n'est supportable, ça c'est clair. Mais il n'y aurait pas la haine qui nous bouffe. Mais qui nous bouffe quand même. Enfin, je pense. Hein. Mais massacré comme ça, non. On aurait le même chagrin s'il était mort aussi, mais ça me paraîtrait nettement plus juste quand même. Ouais, je pense que ça aurait été beaucoup moins difficile, oui, s'il était mort. Il n'y aurait pas le avec... sentiment d'injustice qui va avec tout le reste. Quoi. Voilà. C'est tellement injuste que les 3 qui étaient dans sa voiture soient morts et que lui, il ne meure pas. Enfin, putain, c'est... Ouais. L'attitude des parents de Jérémy vous paraît incongrue? Non, pas du tout. Ils ont leur réaction. Chacun, comme on dit, on réagit différemment devant la mort. Et voilà, on réagit comme ça, nous autrement. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, ça me fait chier quelque part. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse recevoir chez soi un gamin qui est impliqué dans la mort de son propre enfant. Pour moi, c'est impossible. C'est pas possible. C'était quelqu'un de très trépidant, qui aimait la vie à la folie. Donc voilà, sa folie l'a mené jusque-là. Et voilà. On a eu des colères quand même. Sauf qu'on a su les surmonter, les aider à partir, ces colères. Les autres familles des victimes donc, sont plus revendicatrices. Hein. Est-ce que cette attitude vous paraît incompréhensible? Non. Non, pas du tout. Ils sont en souffrance et j'ai beaucoup de compassion pour eux. Je pense souvent à eux, à ces familles. Ouais. Aux familles, aux 2 filles qui sont parties également. Ouais. Et la souffrance aussi pour les familles des personnes qui vont être devant le juge bientôt. Ça vous paraît pas incongru de penser ça devant la tombe de votre fils? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Les familles des 2 autres victimes ont plus de mal à comprendre votre cheminement à vous? C'est possible. Oui, de toute façon, il n'y a pas qu'elle qui ne comprend pas. Plein de gens ne comprennent pas. Pascal et Christine ne doutent pas de leur choix de vie. D'ailleurs, ils rencontrent aujourd'hui Joachim. Bonjour madame. Bonjour. C'est Joachim. Enchantée. Ma maman m'avait dit qu'elle culpabilisait énormément parce qu'elle aurait pu éviter mon accident. Et puis moi, j'ai essayé de la déculpabiliser en lui disant « Mais tu sais, maman, c'est pas toi qui étais derrière le volant. C'est moi le responsable. C'est pas l'alcool qui a créé l'accident. C'est pas la vitesse. C'est moi le responsable qui était derrière le volant. » Je pense que le message que j'ai à faire aujourd'hui dans la société, ma mission, c'est peut-être juste me donner une parole. Témoigner, c'est très dur. Témoigner, oui. C'est épuisant d'aller... C'est très dur de témoigner. C'est épuisant d'aller chercher dans les... Par contre, ça doit vous soulager énormément, en fait. Ça guérit, justement. Ça guérit, ça... Et puis ça permet de mettre les mots sur les mots. Ouais, donc MOTS, MAUX. On cherche plus de savoir s'il y a des responsabilités, on cherche plus de savoir s'il y a des victimes, etc. C'est des êtres humains qui sont sur des chemins plus difficiles peut-être que les nôtres. Chacun est responsable de soi-même. À quelques jours du procès, Carole, Sylvie et sa fille sont chez leur avocate. Vous aurez en face de vous 3 magistrats. Je pense que ce dossier va il va être consacré à peu près 2 heures, 2 heures et demie, d'accord, avec un ordre très établi, qui est un ordre simplement fixé par la loi. La première partie est consacrée essentiellement aux 3 prévenus. C'est normal, parce que c'est eux qui sont jugés, c'est pas vous. Ils ont 3 possibilités. Faire une déclaration spontanée. Attention alors. Je veux en finir avec tout ça. Et un truc que je veux jamais entendre de moi, c'est
Les parents ont été dignes. Voilà. Je veux jamais qu'on dise ça de moi. Je trouve ça honteux de demander à ce que des parents soient dignes. Ceux qui doivent être dignes, c'est ceux qui ont tué nos enfants. C'est pas moi, en tant que parent, être digne. Je trouve ça lamentable. Chaque procès que vous entendez, oh, les parents ont été dignes. Non, ça veut dire qu'au bout de 6 ans après avoir enterré nos filles, si on se permet le moindre écart de parole ou de tenue ou... Ah putain, on va dire, bah dis donc, elles n'ont pas été dignes du tout. C'est vachement facile quand même. Faut pas rêver, hein. Faut pas croire qu'on vit sereinement et qu'on vivra un jour sereinement. Jamais, je pense pas. Après, on survit, ouais, on survit. Ouais, moi je survis. Comme Carole, elle survit. Ma fille, elle survit. À Bourg-en-Bresse, le procès tant attendu va enfin avoir lieu. Les familles des victimes vont se retrouver face au conducteur du véhicule, au patron du bar et au jeune homme qui a incité à faire la course sur le chemin du retour. Les attentes ne sont pas les mêmes pour tous, mais chacun souhaite aujourd'hui tourner la page judiciaire. Mais il y a un flottement dans la salle d'audience. C'est une honte. C'est le mépris de la justice à l'encontre des familles de victimes. Le procès est repoussé. Un avocat a eu un accident en se rendant au tribunal. 6 ans qu'on va au cimetière voir nos filles pour Noël, pour leurs anniversaires. 6 ans que nos enfants ils sont détruits. 6 ans qu'on avance parce qu'on a d'autres enfants. Et aujourd'hui, en 5 minutes, c'est torché. On nous renvoie chez nous comme des malpropres. C'est un mépris. La justice française, elle a tué nos enfants une deuxième fois. Si, monsieur, parce que sinon, on n'aurait déjà pas attendu presque 6 ans pour être là. Déjà. J'ai dit ce que j'en pensais. Et en plus, nous refaire partir comme ça. Nous refaire partir comme ça, ma fille elle habite à 500 km. Je sais, madame. Elle voit plus sa sœur depuis 6 ans. Les petits émieux, ils voient plus leur sœur. C'est honteux. Honteux. Ils auraient fait leur boulot avant, on n'en serait pas là. Voilà, c'est tout. Pour moi, la justice, ça vaut rien. Ça vaut rien. Les homicides involontaires laissent tous les ans des milliers de familles dans la détresse. Pour Carole, encore 6 mois d'attente. Mais il lui faudra sûrement plus qu'un procès pour lui permettre de tourner la page.